Bon, merci à tous d'être là pour la fin de l'exposé. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer rapidement quelques conséquences de l'aspect algébrique. Si j'ai le temps, j'aimerais montrer un peu des aspects géométriques. C'est vrai que j'ai parlé d'analyse et d'algèbre. Première partie plutôt des espaces fonctionnels qui m'intéressait. Là, c'est un peu la partie algébrique et j'aimerais, si j'ai le temps, finir un peu sur des aspects géométriques. Et il y a des aspects que je ne pourrais pas du tout traiter. Je sais que ça intéresse Islam, mais bon, ça serait un cours. C'est sur l'aspect calcul. Comment on met ça un peu en musique pour certaines classes de systèmes. Calcul, et nous, c'est-à-dire que dans notre équipe INRIA, le calcul est pensé comme calcul symbolique certifié, symbolique numérique certifié. Donc c'est aussi une philosophie différente de ce qu'on connaît en général. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les méthodes de calcul formel pour certifier les résultats, et en dehors une fois qu'ils sont certifiés, on peut faire du numérique. On sait qu'on ne va jamais arriver au problème numérique d'une inversion d'une jacobienne, voilà, des choses comme ça. Et donc ces aspects, ça demande pas mal d'outillages qui ne sont pas tellement connus. Donc j'en parlerai pas, mais c'est quelque chose qu'on développe beaucoup au sein de l'équipe Projet Ouragan, et qui est une partie de mes activités au quotidien. Donc, je vais essayer de résumer rapidement. Je suis désolé, ça fait beaucoup de choses, mais c'est de garder un peu les grandes idées en tête. C'est qu'on s'intéresse à la stabilisabilité des systèmes. Les systèmes sont vus par l'approche de Vidysagar comme des éléments qui vont s'écrire comme un numérateur divisé par un dénominateur de deux choses, qui vont être dans un anneau qu'on considère correspond à des fonctions propres et stables, des fonctions de transfert propres et stables. Donc c'est ça que j'ai appelé le corps de fraction de l'anneau. Et ce qu'on avait introduit, donc le premier exposé, c'est plutôt qu'est-ce que c'est la astabilité. Et puis hier, j'ai introduit une notion algébrique qui est les idéaux fractionnaires. Et nous, on va s'intéresser qu'aux idéaux fractionnaires très simples qui sont générés par 1 et A et P. Donc, c'est les combinaisons A linéaires de 1 et P. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble des alpha plus bêta P, où alpha, bêta sont dans A. Et donc, si vous voyez le dessin, vous avez A, c'est quelque chose de stable. On va prendre quelque chose qui est à l'extérieur. On a 1 ici, et c'est comme si on avait deux vecteurs, 1 et P. Et on va générer l'espace vectoriel engendré par ces deux choses-là. Mais c'est pas, quand je parle d'espace vectoriel, c'est plutôt le A module. On va pouvoir multiplier par des A et des B qui sont stables. Donc, on fait des combinaisons linéaires de 1 et de P, mais des combinaisons linéaires stables. On ne sort pas de l'instabilité. On va pas, voilà. Et donc, j'avais montré que, d'après les résultats de Dedekind, on peut définir cet idéal qui est l'ensemble des dénominateurs possibles à ma fraction. Okay. Et donc à partir de là, on peut essayer de caractériser via ces idéaux fractionnaires les propriétés de système. Voilà, donc je vais rappeler un peu ce qu'on a fait rapidement. Bon, si P est stable, ça veut dire que P est dans A, ben, ça veut dire que l'idéal fractionnaire est trivial, il est engendré par 1. Si P a une factorisation faiblement copremière, au sens que quelque part, il n'y a pas de facteur commun entre N et D, mais je dis attention, ce que ça veut dire facteur commun, c'est plus compliqué que si on travaille sur des polynômes. Si on travaille sur des algèbres de Banach, de fonctions, ça peut être compliqué, et des fois ça n'existe pas. Ben, c'est équivalent à dire que l'idéal fractionnaire des dénominateurs, donc l'ensemble des dénominateurs possibles, il est engendré par un élément le plus petit possible, et un seul, évidemment, un élément inversible près. D'accord ? Et donc, c'est une espèce un élément inversible près de l'anneau, c'est un dénominateur canonique, quoi. Voilà, et donc si on montre que ça c'est principal, on trouve un D, et c'est le D qui va intervenir dans la factorisation faiblement copremière, parce que le N, il suffit de multiplier par P. Okay. Un truc plus intéressant, c'est dire qu'on a montré rapidement que P est stabilisable au sens que les trois fonctions de transfert de la boucle fermée sont stables. C'est équivalent à dire que cet idéal fractionnaire est inversible.
Et donc c'est équivalent, j'ai montré que si l'inverse existe, ce n'est pas toujours le cas, l'inverse c'est l'idéal des dénominateurs. Donc ça veut dire que le produit de ces deux idéaux c'est égal à 1, ça veut dire que 1 est une combinaison d'une somme finie d'éléments de J et des éléments de A quotientés par J. Et donc c'est équivalent à l'existence de A et B stables telle que j'ai cette équation A moins BP égale 1 et A fois P stable. Et ça, cette chose-là peuvent se réécrire en fonction, là je peux tirer en fonction de B, ça veut dire que B est stable. De cette chose-là, j'obtiens que BP égale 1 plus A. Comme A était stable, ça veut dire que BP est stable. Et si je substitue le A, ici je tire que A c'est 1 plus BP, je le substitue ici, j'obtiens cette équation-là. La stabilisabilité est vraiment équivalente à ces conditions-là. Où B, c'est la fonction C divisée par 1 plus PC si on met les conventions de signes habituelles, ou 1 moins PC si on prend les conventions de signes que j'ai prises. Et donc j'avais dit hier que cette fonction de transfert n'a pas de sens, j'ai revérifié dans la littérature, enfin de nom, pas de nom. Celle-là, c'est la fonction de sensibilité. Le moins PC divisé par 1 moins PC, c'est la fonction complémentaire. Mais celle-là, elle semble avoir un nom. J'ai vérifié, ça serait le Control Sensitivity Function. Mais c'est celle qui est vraiment pas trop considérée en contrôle et c'est celle qui gouverne la stabilisabilité. Voilà, donc si je trouve A et B qui vérifient ces conditions, je peux prendre le quotient de B par A et ça me donne le contrôleur qui stabilise et le A et le C, et le B s'écrivent en fonction de P et C comme ça. Voilà. Ok, donc c'est une condition d'inversibilité. Donc ça ne vous peut-être parle pas, mais ça vous, quand vous allez discuter avec des matheux qui font, disons, de l'algèbre, de la géométrie, tout de suite c'est un déclic. Évidemment, ils rentrent ça dans une case en disant « Ok, vous faites ça ». Voilà, et ça ouvre des perspectives, j'essaierai d'en montrer quelques-unes, alors je n'aurai pas beaucoup de temps, mais j'essaierai d'en montrer quelques-unes. Donc on peut montrer que C stabilise de manière interne P si, j'aime bien cette petite formule, que le produit des idéaux fractionnaires engendrés par P, le contrôleur, c'est 1 moins PC. Donc on a parlé que la stabilisation externe, c'est celle que souvent on regardait de manière classique dans la littérature, c'est PC sur 1 moins PC qui est équivalent à la fonction de sensibilité parce que c'est la fonction de sensibilité complémentaire. C stabilise de manière interne P si vous avez cette égalité entre les idéaux fractionnaires. Et donc si vous vous intéressez à plutôt regarder ça, mais quand même vous aimeriez bien que vous parliez de la stabilisation interne, c'est-à-dire les trois fonctions de transfert de la boucle fermée soient stables, en fait, l'équivalence, elle est un peu là. C'est un théorème de Nyquist algébrique qui vous dit quoi? Que dit C, c'est stabilisé de manière interne P, c'est équivalent à C stabilisé de manière externe, donc ça soit stable, et qu'il n'y ait pas de simplification pôle 0 dans le produit PC, c'est ce qu'on nous apprend classiquement. Et dans ce cadre algébrique, ça veut dire que l'idéal des dénominateurs de PC, c'est le produit des idéaux dénominateurs de P fois C. Vous voyez qu'il n'y a pas de simplification pôle 0. Donc, et si vous prenez les cas où il y a une factorisation faiblement copremière, vous retrouvez le classique qu'il n'y a pas de simplification entre P et C. La stabilisation forte, j'avais dit, c'est l'existence d'un contrôleur qui est lui-même stable, qui stabilise le système. Vous pouvez montrer, c'est vraiment, j'ai vous montré hier, c'est deux lignes de calcul. C'est vraiment ce qu'est la force de l'algèbre, c'est qu'une fois qu'on a bien compris les bons concepts, il n'y a pas de preuve, c'est juste de l'évidence. Donc là, c'est la stabilisation forte. Et on avait montré que le transfert a une factorisation copremière au sens forte, où il y a une équation de Bezout derrière, si seulement si. Cet idéal est principal et en fait, il est engendré par un seul élément. Et cet élément peut toujours être pris comme l'inverse d'un élément stable qui va vous donner le dénominateur de la factorisation faiblement copremière. Et voilà. Et donc, le truc important qu'il faut retenir, que certaines personnes que je connais qui passent beaucoup de temps à calculer des factorisations copremières n'ont jamais vraiment acté, c'est un peu dommage, c'est qu'on a cette équivalence. Le fait d'avoir une factorisation fortement copremière est équivalent au fait que P admette une faiblement copremière, parce que faiblement évidemment implique fortement, et que P soit stabilisable.
Donc si vous voulez chercher des contrôleurs stabilisants à P, via des factorisations copremières, commencez par calculer une factorisation faiblement copremière. C'est le b.a.-ba, mais et c'est là la vraie difficulté, parce que comme on a des théorèmes assez forts de termes de la couronne pour H infini par exemple, une fois qu'on a une factorisation faiblement copremière, vérifier que c'est fortement copremière, c'est essentiellement calculer un infimum, comme tu as montré dans ton exposé. Donc la difficulté, c'est par exemple pour H infini, c'est d'avoir une factorisation faiblement copremière, et c'est la factorisation des fonctions de H infini en inner, outer, interne, externe, intérieur et externe, qui est la difficulté du problème. Voilà. Donc, la preuve de cette chose-là, elle tient en une ligne. Voilà. Donc, je ne veux pas vous la faire, mais ce truc-là, c'est juste une expression triviale. Cette égalité dit que c'est inversible, donc c'est stabilisable. Et donc, on a cette égalité. Cette égalité dit que c'est quand j'ai une factorisation faiblement copremière, et maintenant j'utilise que l'inverse de l'inverse, c'est l'idéal, et donc j'obtiens ça, et ça c'est l'équivalent à dire que P admet une factorisation fortement copremière. Voilà, donc c'est deux lignes, même pas, c'est une évidence. Ok, donc du coup, la question qui est naturelle, c'est, ok, stabilisable, c'est vraiment un concept de l'automatique. Les problèmes de factorisation copremière, des choses comme ça, c'est un problème de maths. Le lien avec l'automatique de base n'est pas super clair. Et quand on reprend l'histoire, quand Vidyasagar et Dozohar ont introduit ces idées-là, les gens ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Et puis, 50 ans après, c'est devenu un catéchisme, les gens apprennent ça et ils oublient que ce n'est pas une évidence. Et donc, la question, c'est évidemment ne pas oublier que la stabilisabilité en général, si j'ai une factorisation fortement copremière, je suis stabilisable. Mais ce n'est pas équivalent, parce qu'il y a beaucoup de papiers qui est dans la communauté disons, du H infini pour des EDP commence par supposer que le système admet une factorisation fortement copremière pour résoudre des problèmes de stabilisation. Donc c'est une question des équivalences entre l'existence de factorisation copremière et la stabilisation interne. Et donc on va le voir, c'est équivalent pour certains anneaux. Donc pour les fonctions propres et stables, comme on les connaît, mais c'est équivalent. Stabilisable va impliquer factorisation fortement copremière. Sur H infini, c'est un théorème, ça a été prouvé par Smith et Inoue, qui montre que si j'ai un système stabilisable, alors forcément j'ai une factorisation copremière. Et Amol Sassané a montré ça pour l'algèbre de Caillier de Dozohar, en utilisant un peu cette approche que je vous ai expliquée, et en utilisant essentiellement ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y a une analogie entre les fibres vectorielles et les modules projectifs, parce que là, c'est les modules projectifs dont on parle, et en utilisant que c'est une algèbre de Banach, qu'on peut le voir comme semi-simple, qu'on peut la mettre par la théorie de Gelfand comme une fonction continue. On peut voir les éléments de cette algèbre de Banach comme des fonctions continues sur l'ensemble des idéaux maximaux pour la topologie faible étoile, qui est un espace de Hausdorff compact. Et donc là, on regarde la trivialité des espaces des fibres vectorielles là-dessus. Et comme les idéaux maximaux forment un espace contractible au sens de la topologie, on sait que ça amène à la trivialité. Donc c'est vraiment ce schéma, la preuve d'Amol utilise ce schéma de pensée qu'ont les gens qui font ces genres de choses. Voilà. Donc une remarque, donc du coup on va vouloir ici, et c'était toute l'idée de Dedekind et de ces choses-là, c'est de regarder entre les systèmes stabilisables et ceux qui émettent des facteurs faiblement copremières, c'est quoi la différence. Et donc on regarde ce qu'on appelle la classe, le groupe de classes, ce qui est les idéaux fractionnaires inversibles modulo les idéaux principaux fractionnaires. Et donc en théorie des nombres, c'est des choses qu'on calcule, voilà. Et en gros, nous, dans ces cas-là, on montre la trivialité de ce groupe-là. Donc quand ce groupe-là est trivial, mais c'est vraiment tout un champ des mathématiques qui fait partie voilà, de l'algèbre. Et bon, il y a des aspects analytiques. En utilisant par exemple la théorie hermitienne, les gens s'intéressent à ce genre de questions.
Alors, qu'est-ce que ça représente ce truc-là? C'est le groupe des classes d'isomorphisme des isofractionnaires inversibles. Et donc, pour nous, en plus en automatique, on peut se poser la question, si j'avais un autre système P', et je peux m'intéresser à cet idéal fractionnaire quand il serait isomorphe à la linéaire fractionnaire engendrée par un autre système. C'est quoi l'équivalence de système? Et bien, cette chose-là répond un peu à cette question-là. Ça veut dire que l'isomorphisme s'écrit comme le fait qu'il existe un cas tel que vous avez cette égalité-là. Si vous faites un peu des calculs, vous vous trouvez qu'il y a une relation assez forte entre P et P' à travers des transformations de Möbius. Et donc, c'est un des aspects qui fait penser, mais bon, alors, je ne sais pas si vous avez ces sentiments-là, peut-être que vous ne connaissez pas bien la géométrie projective. Moi, depuis que je fais des fonctions de transfert, tout ça, j'ai toujours eu l'intuition que, moralement, il y a une géométrie sous-jacente qui est la géométrie projective. Et typiquement, les transformations de Möbius, c'est des choses qu'on voit bien pour C, on fait des transformations. Et en fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que, disons, l'automatique linéaire classique, même si vous mettez du temps variant, c'est de la géométrie projective. Alors, enfin, c'est lié à la géométrie projective. Alors, j'essaierai de montrer un peu plus à la fin, je n'aurai pas le temps d'en parler vraiment, mais c'est assez joli. Et une question qui m'avait toujours taraudé, c'est pourquoi les équations différentielles de Riccati apparaissent partout en contrôle linéaire. Est-ce que, bon, comme je parlais de cette espèce de catéchisme, on l'apprend, mais quelle est la raison principale de cette chose-là? Je vous laisse réfléchir, et puis s'il n'y a pas de questions, je pourrais donner un point de vue. Moi, j'ai lu un article d'italien très ancien qui m'a fait, oui, en fait, on est dans la géométrie projective. Et bon, je pense que tous les automaticiens le font de manière naturelle, mais c'est la géométrie projective qu'il y a derrière. Donc voilà, donc c'est bon. Donc ça, c'est la stabilisabilité. Et un corollaire de cette chose-là, c'est que si maintenant je veux paramétrer l'ensemble des contrôleurs stabilisants, qu'est-ce que je dois faire? Les gens vont vous parler, j'en reparlerai juste après, c'est cette fameuse paramétrisation du Joula-Kuchera, qui paramétrise l'ensemble des contrôleurs stabilisants si votre système amène une factorisation fortement copremière. Très bien, et ça, c'est utilisé tout le temps en automatique, telle que celle que je vous explique. Ouais, très bien. Le truc, c'est que qu'est-ce que ça veut dire Y? Qu'est-ce que ça veut dire X en termes de contrôle? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Ça n'a pas trop d'intuition de ces choses-là, parce que ce n'est pas des objets qui se comprennent en termes de fonctions de transfert classiques pour l'ingénieur. Donc ce théorème-là va vous donner un point un peu plus important, c'est que le fait que ça soit stabilisable, ça veut dire qu'il existe au moins un contrôleur qui stabilise mon système. C'est ça la définition. Donc, supposons que j'ai un système stabilisable et que je sais en calculer un. Je sais qu'un PID, un retard distribué, va me stabiliser, je ne sais pas, mon EDP. J'en connais un. Donc, je l'appelle C. Je peux définir cette fonction de sensibilité et cette fonction. Et à partir de là, je peux générer l'ensemble des contrôleurs stabilisants qui vont dépendre de deux paramètres libres qui vont s'écrire comme B, c'est connu, A carré, c'est connu, Q1, c'est un paramètre libre qui va être stable, qui va être dans A, B, je connais, et ça, c'est connu. Donc vous voyez, vous avez deux paramètres libres, et ça génère l'ensemble des contrôleurs stabilisants. C'est une preuve assez simple, un corollaire de ce que je vous ai dit. Et évidemment, si je suppose que P a une facteur copremière, ce que peut-être que j'ai passé très vite hier, c'est que le A, la fonction de sensibilité, s'écrit comme dy, dx, et le B, c'est fois dy. Vous voyez, x par lui-même n'a pas de sens en termes de fonction de transfert habituelle classique. C'est d fois x qui a un sens. Alors voilà, l'interprétation de ces choses-là en termes de contrôle, voilà, vous faites des calculs et ça vous donne une formule. Par contre, là, vous maîtrisez la fonction de sensibilité du contrôle, et là, c'est la fonction de sensibilité. Ça a du sens pour les ingénieurs. Voilà, donc ce truc-là se réduit à ça, c'est juste un petit calcul, si vous substituisez ça là-dedans. Et puis là, vous avez la seule difficulté ici, la seule différence, c'est qu'il y a deux paramètres, alors qu'ici, il n'y en a qu'un. Donc on peut s'intéresser quand je peux réduire ces paramètres. Alors,
Pourquoi j'ai deux paramètres? C'est parce que j'ai un module projectif qui n'est pas spécialement libre, il n'y a pas de base. Liberté, c'est la base. Si j'avais une base, je pourrais avoir une famille génératrice minimum qui me donnerait la dimension de quelque part du module libre, qui est 1. Et c'est pour ça que je génère par deux paramètres. Voilà, j'ai une famille génératrice non minimale, c'est la bonne formulation. Et le fait que je sois copremière, ça veut dire que le module est libre et je peux calculer une base et cette base-là va me donner évidemment une famille minimale. Et c'est ça. Mais le prix à payer, c'est calculer une base. Et aucun algébriste ne calcule de base, à part ceux qui font du calcul formel pour des raisons un peu spéciales. Mais voilà, je rigole, mais ça veut dire que les gens savent que la théorie algébrique est basée sur les modules projectifs. C'est l'atome de base et pas les modules libres parce qu'ils n'ont pas des bonnes propriétés de stabilité. Voilà, la preuve, je la vire. Voilà. Donc, oui, je peux donner un petit exemple. Si je reprends mon petit système, je sais que mon contrôleur que j'avais calculé est un contrôleur distribué qui stabilise ça. Ben, je peux calculer donc le A, le B. Donc, je vérifie que A, B et AP, tout ça, c'est stable. OK. Et j'utilise la paramétrisation que j'ai obtenue. Voilà, vous obtenez, si je regroupe les deux paramètres libres dans un seul paramètre, j'obtiens ça, et en particulier, je retrouve une factorisation fortement copremière. Bon, parce que à partir de là, c'est assez évident de retrouver la paramétrisation du Euler-Kuchera. Voilà, j'ai entendu que si vous voulez parler de prédicteur de Smith, alors je vais juste en parler rapidement deux mots. Donc, si je prends un système qui est un système de dimension finie avec multiplié par un retard, donc je suppose, et qui est stable, P0 est propre et stable. C'est bien un élément de H infini, et comme c'est stable, j'ai une factorisation fortement copremière, parce que ça c'est dans A, et puis je peux prendre D comme égal à 1. Donc, ok, donc dans ces cas-là, on peut paramétrer facilement l'ensemble des contrôleurs stabilisants. C'était un cas connu avant la paramétrisation du Euler-Kuchera, c'est Zems qui avait introduit ça. Donc l'ensemble des contrôleurs stabilisants de ce système-là est de la forme de Q divisé par 1 plus Q fois notre transfert, Q étant n'importe quel élément dans H infini. Et donc maintenant, si je prends C0, qui est un contrôleur rationnel qui va stabiliser mon système P0 qui est rationnel, ok, et que je prends ce paramètre Q égal à Q étoile étant cette fonction que j'aime beaucoup, C0 sur 1 moins P0, qui, du fait que C0 stabilise P0, bah, elle va être stable. Donc, elle va être dans RH infini, donc dans H infini. Je substitue ça là-dedans et j'obtiens ce contrôleur, qui a le bon goût que sa fonction entrée-sortie se factorise en deux termes et vous avez pu découpler le retard avec la partie dimension finie. Donc là, vous avez découpé les choses. Voilà. Donc, le prédicteur de Smith, via ses idées de paramétrisation, on peut le voir comme ça. Ok, je vais zapper ça. C'est pas très intéressant. Alors, je vais vous faire un petit interlude amusant pour ceux qui n'ont jamais vu ça. C'est les suites exactes. Je ne sais pas. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc j'ai mon idéal fractionnaire qui était les combinaisons alinéaires de 1 et de P. Donc, je réécris, c'est état 1 moins P état 2 où état 1 et état 2 sont non stables. Donc je peux les voir comme n'importe quel élément ici, c'est l'image par cette multiplication de matrice par état 1 état 2. Là, ce n'est pas de la grande science. Donc c'est surjectif. Donc, en algèbre homologique, on met une flèche 0, c'est surjectif parce que tout élément provient d'un état 1 état 2. Donc c'est un homomorphisme surjectif. Maintenant, je vais m'intéresser à son noyau. C'est quoi son noyau? C'est l'ensemble des états 1 et état 2 qui s'envoient. Alors, il manque un P quelque part. Moins P état 2, là, il manque le P. Okay, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que état 1, c'est égal à P état 2. Ok, très bien. Donc, état 1, c'est égal à P égal à état 2. Super. Cette chose-là, je peux dire que c'est P1 multiplié par état 2. Et qu'est-ce qu'a le bon goût d'être à état 2? Il était stable parce qu'il était droit. Ok. Et puis comme c'est P fois état 2 égale état 1 et que état 1 est stable, on a cette stabilité. Donc ça veut dire que état 2 est dans l'idéal des dénominateurs possibles, qui est exactement l'ensemble des D dans A, qui fait que D fois P soit dans A. Donc j'ai compris ce qu'était le noyau. Le noyau, c'est l'image de cette matrice-là par cet idéal. Et donc j'obtiens
cette application, on écrit ça en algèbre homologique, quand on écrit ça, ça veut dire que le noyau de ça, c'est égal à l'image de ça. C'est juste ça. Ok, très bien. Et maintenant, l'injectivité de cette chose-là, ben, je m'interroge, si j'ai un état 2 qui s'envoie vers P fois état 2, alors pardon, c'est un typo parce que j'ai repris ça du matriciel, donc c'est 1 ici à la place d'identité fois état 2 égale à 0, vous voyez bien que ça implique état 2 égale à 0, donc c'est bien injectif. Et donc vous avez cette suite exacte de A modules qui joue un rôle intéressant. Bon. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la stabilisabilité, c'est l'existence de A et B qui sont dans l'idéal des dominateurs qui vérifient cette équation de besoin, on peut dire. Et donc, en fait, ça induit des morphismes de J dans A2 et de A2 dans J-1 dans le cas stabilisable, parce que dans ce cas-là, ça, on sait que c'est le J-1. Okay. Et qu'est-ce que vous voyez, cette identité vous dit quoi? C'est-à-dire que si je prends un élément de J, que je fais ça et que je vais dans l'autre sens, donc je fais une boucle, j'obtiens J. Un élément de J, un élément petit j que j'enverrai et que je referai une boucle, j'obtiens le même élément. Donc c'est l'identité. Donc j'ai cette composition égale l'entité. Vous pouvez montrer que cette composition égale l'entité. Et donc c'est bas quand les gens font des premiers cours d'algèbre homologique, ça veut dire que cette suite se scinde, ce qu'on appelle une suite scindée. Et donc les projecteurs qui vont intervenir, c'est la composition dans l'autre sens. Si je compose comme ça, vous voyez, si je fais ça, c'est le projecteur dont je vous avais parlé. Et puis si je compose dans l'autre sens, blam, 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 c'est l'autre projecteur. Donc ça, c'est la projection sur le système, l'autre, c'est le projecteur sur le contrôleur. Alors ça, c'est... Bon, ok, vous dites pourquoi il fait ça, bon, ça l'amuse, c'est vrai, ça m'amuse. Mais l'idée, c'est qu'il y a un pesant géométrique de ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va essayer de réfléchir à ce que ça veut dire. Déjà, ça veut dire, en algèbre, on sait que c'est ce qu'on appelle une base duale, c'est-à-dire que c'est un module qui serait projectif, donc qui est l'image. Alors pour moi, ce J est l'image du projecteur. Bon, donc je peux prendre ce projecteur-là. Donc le projecteur, c'est l'image de ces deux choses-là. Et vous voyez que l'image de ce truc-là, c'est J. D'accord? Donc quand je fais la composition des deux, c'est l'image de mon projecteur, mais c'est J que je vais multiplier avec l'image par cette application de J. Mais comme ça, c'est injectif, c'est isomorphe à J. Donc vous voyez que J, c'est vraiment l'image de ce projecteur-là. Je crois que j'en parle après. Oui. Okay. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a un système de coordonnées. Donc, cette chose-là, il faut le voir comme de la géométrie différentielle. Vous aurez une variété abstraite que vous plongez dans un espace affine. Vous avez la sphère que vous pouvez définir de manière, c'est abstrait, on le définit par des cartes ou des choses comme ça, c'est une variété différentielle. Vous pouvez la plonger dans R3. Ok. Et donc c'est très utile pour faire plein de calculs, parce que vous allez utiliser le calcul différentiel de R3. Alors ça, j'en parlerai peut-être rapidement. Et donc, ça, c'est le système de coordonnées. Je prends un élément de J, et je l'envoie dans un vecteur de composantes. Donc, je prends un élément de J, je fais ça, je suis dans A2, donc j'ai deux composantes qui sont dans A. Et mon élément de J, c'est des combinaisons linéaires de ça par ces coordonnées. Donc c'est vraiment l'idée de système de coordonnées en géométrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce bazar? Ça veut dire qu'en gros, ce que je vous dis, c'est que l'idéal était isomorphe à l'image du projecteur. Et que, donc, il y a un truc très fort, c'est que J, qui est une variété abstraite, qu'on pourrait définir, qui vit dans le camp de fraction, donc qui ne vit même pas dans A. Le fait de plonger ça dans A, ça n'a juste pas de sens, parce que ça vit dans le camp de fraction. Mais c'est possible seulement si le système est stabilisable. Donc si le système est stabilisable, j'ai un plongement de cette variété abstraite dans un espace affine grâce au contrôleur. Donc, qu'est-ce que c'est? On pourrait voir. Donc, qu'est-ce que c'est l'image? Essentiellement, c'est l'ensemble des signaux Y2 et. Je prends la projection sur le système. Donc, c'est l'ensemble des signaux Y1, E1 qui vérifient les équations de C. C'est ça, moralement, la variété abstraite dont je parle. Et bien, si vous faites un feedback, vous voyez que vous avez accès à U1 et U2, qui sont les deux éléments libres. Et ça, c'est
les composantes de A2. Quand je dis c'est un plongement dans l'espace affine, je le plonge dans quelque chose qui est un signal dans A, un signal dans A, et c'est ce plongement que fait le contrôleur. Donc on a une variété abstraite qu'on va plonger dans un espace affine grâce à ce contrôleur. Et donc là, c'est ce qu'on fait. Et qu'est-ce que fait la commande Rebus? Alors ça, je vous expliquerai ça rapidement. C'est qu'on veut que le plongement soit quelque part en norme du projecteur minimal. On essaie cette espèce de faire un plongement dans norme minimale, parce que c'est ça qui va augmenter la robustesse de mon contrôleur. Je vous rappelle que le système étant mal connu, on veut que le contrôleur stabilise pas seulement C, mais toute une boule autour de C. Et faire ça correctement, c'est essayer d'optimiser cette rayon de robustesse, et donc de minimiser l'inverse de minimiser l'inverse de ce projecteur. Alors là, je n'aurai pas trop d'en parler, mais c'est assez fort. Le fait de pouvoir plonger cette variété-là, ça nous donne accès à des calculs. Donc si on avait un calcul différentiel sur A2, imagine que A, on a un calcul différentiel. Alors ça, c'est axiomatisé, hein, c'est savoir comment on peut définir une informe, une deux formes, etc. C'est axiomatisé, donc je ne prends pas là-dedans, un calcul différentiel, c'est axiomatisé. Et donc ça, il y a un théorème plus général de Kunz et Quillen qui dit si j'ai un calcul différentiel sur A, je peux le projeter sur un module projectif, et c'est si et seulement si il est projectif. Donc vous pouvez étendre, il faut le voir un peu comme ça. Sur la base, vous avez un calcul différentiel, sur X, vous avez un calcul différentiel, et vous pouvez l'étendre à votre fibré vectoriel ou à votre module projectif, si seulement si, enfin c'est un fibré vectoriel, ou si seulement si c'est un module projectif. Et là, je ne pourrais pas trop en parler, mais un bon calcul différentiel qui me semble important pour l'automatique, c'est le One-Dimensional Quantized Calculus d'Alain Kohn, qui permet bon, je ne vais pas rentrer, je n'ai pas beaucoup de temps, mais d'interpréter les informes de fonctions bornes à l'infini comme des opérateurs bornés de L2 dans L2. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si on fait un peu le calcul, on va retrouver les opérateurs de Hankel, qui sont les opérateurs qu'on va utiliser partout en commande robuste. Les commandes robustes sont basées sur les opérateurs de Hankel. Et c'est un calcul. Donc là, on a un calcul sur A, si on travaille sur H infini. Et donc, on peut le relever grâce à ce plongement via des connexions. Donc, en fait, c'est ce dessin-là que je vous écris. C'est l'idée de connexion. J'ai un plan tangent quelque part, j'ai un autre plan tangent quelque chose. Comment je compare? Si je veux calculer l'accélération, il va falloir que je compare des champs de vecteurs qui ne sont pas au même endroit. Donc, comment je fais ça? En général, on fait ça par transport parallèle. On plonge notre variété dans un espace euclidien, et puis on utilise le fait qu'on peut déplacer notre vecteur et le projeter sur le plan tangent. Donc si j'avais un vecteur de plan tangent ici, je le déplace de manière parallèle, mais le truc, si je le déplace, il ne serait pas tangent à ma surface, donc je le projette. Et donc on doit utiliser ces projecteurs que je vous dis. Donc en utilisant le projecteur que je vous ai introduit, le pi, on peut faire ce calcul différentiel. Donc je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est des choses assez jolies. Et puis on voit bien si on a un idempotent, on sait bien, un algèbre linéaire, que ça décompose notre espace en images et noyaux. Et on va retrouver, je vous ai dit ça, c'est isomorphe à l'image du projecteur, que le A2, c'est l'idéal fractionnaire en somme directe avec son inverse. Et ça, c'est la définition d'un module projectif. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Un module projectif, s'il existe un autre module P tel que la somme directe de ces deux, c'est un module libre. Et qu'est-ce qu'un module libre? Je prends des modules finiment engendrés, c'est des copies de l'anneau. Donc ça veut dire que c'est des anneaux. Comme ici, il y a une base canonique. Vous avez le vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donc ça, vous avez une base canonique. Par morphisme, vous allez calculer des bases. Donc ça veut dire que ce module, il est libre. Alors pourquoi ce n'est pas une bonne classe en algèbre et qu'il n'y a pas de notion de dimension projective ou des choses comme ça? C'est parce qu'on ne peut pas déduire de ça que le M, on ne peut pas déduire que quand on a un sous-espace vectoriel d'un grand espace vectoriel, on sait qu'on peut avoir une base sur le petit espace vectoriel, parce que c'est un espace vectoriel. Mais là, si j'ai un module qui est comme ça, je ne peux pas en déduire que M est un module libre. Et ça, c'est une grande littérature en algèbre, de savoir si un module projectif est libre. Donc Serre, dont j'avais parlé au début, en 1958, dans les travaux que je citais, avait intuité, grâce à cette
correspondance entre les fibrés vectoriels et les modules projectifs, que sur les anneaux de polynômes, tout module projectif est libre. Et c'est un problème de top. Si vous voulez que je vous donne la formulation un peu de calcul, vous pouvez donner à vos étudiants. Ce problème, c'était une conjecture de Serre, c'est en gros, vous prenez n polynômes en n variables, vous prenez des polynômes en n variables et vous prenez m polynômes. OK. Vous supposez qu'ils n'ont pas de zéro commun dans C. OK. Donc là, il y a un terme de Hilbert des zéros qui nous dit qu'il existe des Q. Dans ces cas-là, il va exister des polynômes Q tels que sigma des PI QI égale 1. OK, c'est le théorème de 0. En gros, ça veut dire quoi? Vous prenez vos P et donc il admet un inverse à droite, polynomial. OK, parce que ça vaut 1. Okay, donc la question de Serre, c'est simplement de dire, est-ce que je peux compléter cette matrice-là en complétant par des polynômes tels que cette matrice-là, maintenant, soit inversible dans les polynômes, ça veut dire que son déterminant est une constante non nulle, donc je peux la normaliser à 1, tel que son déterminant, c'était égal à 1. Vous voyez, ça s'explique très simple. Vous avez des polynômes qui n'ont pas de zéro commun. Est-ce que je peux le compléter, cette matrice, en une matrice carrée de déterminant 1? Donc ça, c'est la conjecture de Serre, 58, prouvée par Cullen et Suslin en 76. Cullen est un Miller-Fields aussi. Et il a fallu attendre plus de 30 ans, 20 ans pour avoir des preuves constructives. Et en 2006, on a eu la première implémentation avec une étudiante en système calcul formel de ça. Donc voilà, donc c'est vraiment des difficultés. On rentre dans des difficultés, c'est pour ça que les modules libres, les bases, pour un algébriste, les modules qui ont des bases, ça n'existe pas beaucoup, quoi. Et donc on évite ces choses-là. Donc on est dans le bon formalisme. Ça, je vais zapper. C'est un moyen, avec cette suite exacte, de retrouver la paramétrisation des contrôleurs stabilisants. C'est juste 2 lignes. Ça, je vais zapper. Et je vais parler un peu de commandes robustes. Sur la fin, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je me dépêche rapidement. 7 minutes. Bon. Donc voilà. Donc je rappelle. Donc je prends ce projecteur. Et maintenant, ce que je veux, c'est perturber mon système. Alors le théorème dit quoi? Que C donc je suppose que C stabilise P. Et maintenant, je vais prendre une famille de systèmes. Vous voyez, θ, c'est des incertitudes. Okay, de cette façon-là. Donc C va stabiliser ce système-là. C'est une condition suffisante si j'ai cette condition-là, qui est l'identité plus ce projecteur fois θ, qui est l'ensemble de mes incertitudes, soit une matrice inversible dont l'inverse est dans A. Donc ça veut dire que l'inverse de cette matrice est une matrice de croix 2 dans un coefficient de A. Okay, juste une remarque, pour ceux qui connaissent un peu de commande robuste, ça c'est donc une transformation de Moebius. Ce que font les gens en commande robuste, c'est plutôt, ils s'appellent ça des linear fractional transformation, c'est plutôt de cette forme-là, et donc ça suppose que ce truc-là soit inversible, et donc ça soit différent de 0, ce qu'on n'a pas dans ce truc-là. Donc c'est un truc plus général que ce que connaissent les gens. Donc ça c'est un théorème, voilà, qui provient, alors d'où il provient? Une fois qu'on a la preuve, on peut le calculer, on peut le vérifier de manière très très simple par le calcul. Comment je l'ai obtenu? Par un théorème classique que nous on connaît en algèbre homologique, qui est le théorème de perturbation homologique. Donc on prend nos suites exactes et je les perturbe, et j'essaie de voir quand il reste une suite exacte qui se scinde. Ok, donc je vais vous donner les corollaires de ça. Le premier corollaire, c'est que le projecteur du transformé là, de P delta, c'est écrit en fonction du projecteur d'avant. Okay, il y a une formule très, très simple. Donc à partir, voilà, ce que je veux dire, c'est que prouver cette formule-là, une fois que vous savez ce que vous voulez prouver, c'est juste du calcul. Donc maintenant, je vais me mettre dans le cas d'un banard, et que voilà, et je vais avoir une norme sur les matrices de croix 2 dans A. Et on sait très bien, les élèves de banard, que si j'ai la norme de 1 moins b est plus petit que 1, ça veut dire que b est inversible. Et c'est quelque chose de proche du théorème de petit gain en automatique. Voilà. Et donc ça veut dire qu'une condition suffisante pour avoir l'inversibilité de ces choses-là,
c'est que la norme de ma perturbation, enfin de θ, il est plus borné strictement par l'inverse de la norme du projecteur. Voilà. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, on peut montrer que, disons, dans un champ infini, ça veut dire qu'on aurait vous pouvez prendre des θ tels que la norme de cette matrice est plus petit que c'est ça. Donc, j'ai un contrôleur qui stabilise, donc je connais A, je connais B, je connais AP, je connais BP, je connais ce vecteur, je calcule sa norme infinie, l'inverse, et ça me donne une borne sur les θ qui sont ici. Donc mon contrôleur va stabiliser tous les B avec les θ du moment que j'ai cette condition-là. C'est une condition suffisante. Par le théorème de Petit-Gain, si je veux, pour quelles que soient les perturbations, ça sera équivalent. Et alors maintenant, je peux mettre tous les θ à 0 sauf 1, et je vais retrouver un par un toutes les boules de modèles que je vous avais données, additives, multiplicatives, inverses, etc. Donc en général, les gens ils les prouvent un par un. Là, voilà, on a tout et c'est un peu plus général. Voilà. Et dans le cas H infini, c'est des choses on voit dans la littérature classique, c'est des choses qu'on connaît. C'est-à-dire que si on fait des erreurs de modèle de tel type, eh bien, il faut faire attention à telle fonction de transfert. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, il y a un autre type de perturbation, c'est ce qu'on appelle les marges de disque. Okay, je vais parler. Donc là, c'est basé sur ces résultats d'homologie, où j'ai un truc qui scinde et puis je vais perturber ça en mettant des petits deltas et je veux que ça continue à se scinder. Et donc, c'est des résultats d'un étudiant de Cartan-Fils qui avait fait ça. Ça a été repris par Brand et Paul Jones. C'est tout un courant, un outil important dans l'algèbre homologique. Il suffit juste de l'appliquer. Voilà, c'est pas grand-chose et vous retrouvez le théorème. OK. Donc dans les 2 minutes qui me restent, je vais juste évoquer des choses. En gros, vous voyez que la norme de ce truc-là est importante. Donc comment on la calcule? C'est encore un calcul de la norme H infinie, donc c'est le sup sur les valeurs singulières de ma matrice de transfert évaluée aux fréquences sur l'axe imaginaire. Et donc on a cette belle égalité, on fait un petit calcul, on a cette belle égalité où l'étoile, si c'est un coefficient réel, je fais S égale moins S. Donc du coup, je peux être instable. Et dans la littérature, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on suppose qu'on a un facteur normalisé. Et ce calcul-là revient à calculer la norme de cette chose-là. OK, je vais très vite, mais l'idée, c'est que si je veux calculer la meilleure marge de robustesse, je vais calculer l'infimum sur l'ensemble des contrôleurs stabilisants. Comme j'ai supposé qu'il y a un facteur fortement copremière, j'ai la permission de Eula-Kuchera. Et donc, j'ai cette formule-là. Et comment on interprète cette formule-là? Ça, c'est un élément dans H infini, et ça, c'est un élément dans L infini. Donc, on est en train d'essayer de calculer la meilleure approximation d'une fonction de L infini par rapport à H infini. Et ça, c'est les théorèmes de Néhari, qui étaient des beaux théorèmes d'analyse fonctionnelle, de meilleure approximation. Donc, les meilleurs, dans des Hilbert, c'est facile. Là, si on n'est pas dans les Hilbert, c'est compliqué. Et dans cet exemple-là, précisément, on a toute une théorie qui explicite les choses. Et ce qu'ont fait les gens pour faire du H infini, c'est ils ont été mettre les mains dans le cambouis pour essayer d'obtenir la meilleure approximation, etc. Donc, là, c'est juste pour référer que toute la commande robuste est partie un peu de cette idée-là qu'il y a le théorème de Néhari et qui nous permet de calculer cette marge optimale. Et pour finir, il y a une autre interprétation de l'inverse de cette marge de robustesse. Alors, je fais juste des petits calculs. Je réécris pour arriver à cette chose-là, cette expression-là. Et cette chose-là, je vais la réécrire. Là, je vais juste factoriser par C. Et vous obtenez un truc comme ça, que je réécris comme ça. Et là, si vous regardez un peu dans les yeux, pour ceux qui connaissent un peu de géométrie, c'est la corde, c'est la distance de la corde. Alors de quoi? Eh ben, c'est très joli. En fait, on sait un petit peu qu'il faut aller sur la sphère. Quand on fait des diagrammes de Nyquist, ce qui est très intéressant, c'est plutôt le passer sur la sphère de Riemann, ça rajouter le point à l'infini. Alors c'est très naturel pour les matheux, je ne sais pas pour les automaticiens, ils ne le font pas assez. Si je prends une fonction de transfert comme ça, il faut rajouter le point à l'infini et dire, bon, voilà, au pôle 1, ça renvoie sur l'infini, et puis à l'infini, c'est quoi? C'est la limite de ce truc-là, et on voit bien que c'est 0. Donc on rajoute un point à l'infini, et ça nous permet que les fonctions rationnelles
deviennent des fonctions holomorphes sur la sphère de Riemann. Donc c'est ça cette idée-là. Et ce calcul-là, en fait, je vous appelle les calculs, c'est vous avez donc le plan complexe, vous pouvez projeter sur la sphère de Riemann, hein, c'est l'inverse de la projection stéréographique. Donc vous avez 2 points dans le plan complexe, vous avez donc 2 points sur la sphère de Riemann, et vous pouvez calculer la distance de la corde. Donc ce n'est pas la géodésique, hein, c'est la corde dans R3, c'est voilà, cette distance-là. Ben, cette distance-là, c'est exactement, ce que je l'écris après, c'est exactement ce truc-là. Ce qu'on est en train de calculer, c'est pour chacune des fréquences, c'est quelle est la distance de la corde. Donc vous avez P, vous faites son Nyquist. Vous avez C, vous faites son Nyquist. Okay, donc c'est dans le plan complexe. Vous projetez sur la sphère de Riemann. Vous avez 2 points pour chacune des fréquences. Calculez sa corde. Et ce que vous voulez, c'est avoir la plus petite corde possible. Vous voulez avoir la plus petite corde possible. Donc c'est ça. Donc ce que vous essayez de faire, c'est de trouver un contrôleur qui soit qui vérifie ces choses-là. Voilà. Donc le BP, c'est l'infimum, c'est le plus petit pour l'espace, pour la distance euclidienne des projections des Nyquist sur les choses. Et donc ça permet de dire ça. Si je veux un rayon de robustesse suffisamment grand, je vais avoir des boules. Alors, imaginons que ça, c'est la projection de mon Nyquist sur la sphère de Riemann, de mon système P. Ben, je sais que si je veux avoir cette marge de robustesse, la projection de Nyquist de C doit être en dehors de ces boules. Donc je dois être en dehors de ces boules, je ne dois pas entrer dans ces boules. Ici, vous faites ça. Donc c'est très très visuel pour l'automaticien et l'ingénieur. Et c'est des liens, c'est chouette, je trouve, avec de la géométrie. Alors, ça ouvre des perspectives. Vous allez me dire pourquoi la géométrie projective ici, et pourquoi ici c'est la distance, vous voyez, c'est c'est l'inverse. Je pourrais répondre, mais il me faudrait plus de temps. Voilà, donc merci beaucoup.